la question qui est, c'est quoi la réalité ? Tristan Weil, vous êtes journaliste scientifique au Figaro. Je sais que cette question de la simulation, elle vous titille, elle vous intéresse particulièrement. Pourquoi ? Oui, je trouve que c'est des sujets extrêmement fertiles pour l'imagination. C'est peut-être lié au fait que je suis agnostique. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, les courants électriques ? Est-ce qu'on peut truquer le cerveau pour lui faire croire quelque chose ? Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette idée de simulation qui aujourd'hui résonne avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de notre réalité ou non ? Est-ce qu'on peut l'investiguer de manière scientifique ? C'est des choses que je trouve assez intéressantes. Est-ce que c'est un sujet scientifique ou pas ? Il y a déjà un débat à ce niveau-là. Mais je trouve que même si on part du principe que c'est hors du champ de la science, ce qui est en partie discutable peut-être, ça reste intéressant parce que ça nourrit plein d'interrogations. C'est quoi être conscient ? C'est quoi percevoir le monde autour de nous ? C'est quoi la réalité ? Est-ce que la réalité pour une méduse, c'est la même chose que la réalité pour un être humain ? Étant donné c'est comment elle l'aperçoit, ça vous donne un vertige, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas être la méduse de quelque chose d'autre ? Ces théories de la simulation, elles sont incarnées par de grandes représentations de ce que pourrait être une simulation si nous vivons effectivement à l'intérieur. Il y a une vision plutôt matérialiste et une vision qui tient plutôt à la conscience. Je vous propose de commencer par la vision matérialiste. Vous appuyez sur les travaux de scientifiques, notamment de Nick Bostrom, qui a énormément travaillé sur le sujet. Qu'est-ce que c'est une simulation ? Quels sont les critères d'une simulation, selon lui ? Pour resituer Nick Bostrom, c'est un philosophe qui est hyper influent dans la Silicon Valley, qui a beaucoup influencé des personnalités comme Elon Musk. Bostrom, il va poser un postulat qui est de dire on est à un point de l'histoire où le progrès technique en fait qu'on est très proche de fabriquer des simulations qui sont absolument indiscernables de la réalité. Quelque part, on le voit déjà avec l'intelligence artificielle, les vidéos qu'elle produise, etc. C'est vrai qu'effectivement, on est un petit peu confus en fait sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en partant de cette idée-là, il se dit si une civilisation dans le futur, par exemple des futurs humains, mettons, est arrivée à un point en fait de fonctionnement, enfin de compréhension en fait de la réalité, et qu'elles étaient tentées de rejouer leur passé, alors peut-être que quelque part on serait déjà dans une simulation, mais qu'on l'ignorerait. Mais effectivement, ce qu'il ne dit pas forcément quand il pose cette hypothèse-là, c'est qu'il s'appuie sur une hypothèse qui est que la conscience serait le produit du cerveau. Cette hypothèse, elle ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a un modèle scientifique qui repose sur une idée qui est que la matière est l'élément fondamental de la réalité. Ce modèle scientifique, il découle en fait directement du siècle des Lumières et des découvertes d'abord de Copernic, puis de Galilée, puis de Newton, avec une idée qui était de dire le droit de décider ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut raconter. Et du coup, il y a eu une espèce de réponse qui était de dire très bien, on va faire de l'observation pure et dure, et on va dire la réalité, c'est ce qu'on peut observer, ce qu'on peut mesurer, puis ce qu'on peut reproduire, entre guillemets. Et de là en fait, à essaimer l'idée, c'est venu un peu plus tard, c'est à partir du 19e et particulièrement du 20e siècle, l'idée que comme il y avait des corrélations entre ce qu'on était capable d'observer d'une personne et ce qui semblait se passer dans le cerveau. Et donc par exemple, je sais pas, si on mettait un coup sur la tête de quelqu'un, il était plus capable de parler, donc la conscience semblait avoir disparu, et donc en vertu de ça, on disait la conscience est dans le cerveau. Donc quelque part, il y a une espèce d'extrapolation dans leur idée de la simulation, qui est de dire que si ces civilisations futures, que ce soit des futurs nous, soit, je sais pas, une intelligence artificielle comme dans Matrice, soit des extraterrestres, sont arrivés au point où ils sont capables de reproduire la conscience, c'est-à-dire de dire, la conscience, ça marche comme ça, donc en fait, on peut créer des machines qui calculeraient exactement comment elle marche, et puis du coup, si on est capable de la comprendre, de la reproduire, on peut potentiellement l'implémenter sur d'autres substrats, donc on peut penser des puces, on pourrait penser des corps humains, et peut-être qu'en fait, on pourrait avoir l'impression, là, tous les trois, de discuter, d'être conscients, de raconter des trucs hyper intéressants, de passer un bon moment, alors qu'en fait, on serait des Sims dans le jeu vidéo, peut-être d'un post-ado 3000 ans dans le futur, et qui joue tous les rôles, voire qui ne joue en fait aucun rôle. Mais voilà, il y a cette impression un peu de conscience. Tristan Weil, cette idée que nous serions des programmes ou des IA ou des Sims, comme vous dites, Loïc Hecht, est-ce qu'elle vous satisfait ? Est-ce que scientifiquement, c'est des choses qui sont réellement étudiées ? Il y a des tentatives, mais alors un peu souvent individuelles, de scientifiques qui vont essayer de chercher à savoir en regardant les théories de l'information, les théories de l'entropie, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait vérifier, comment ça se manifesterait. J'ai pas envie de dire qui ont apporté la preuve, parce que c'est souvent des personnes seules qui ont travaillé, mais j'ai l'exemple d'un théoricien qui a fait des calculs et qui estime que
En gros, on ne pourrait pas vivre dans une simulation qui est simulée par notre réalité. En fait, notre monde, notre univers autour de nous, ce qu'on observe est trop complexe pour pouvoir être simulé par des outils qu'on développerait. Si vous voulez, vous ne pouvez pas simuler autant d'atomes qu'on est capable d'en voir avec le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Il faudrait forcément qu'on sorte de ce cadre par rapport à tout ce qu'on reçoit. Donc ça déplace un petit peu le problème. Et voilà, l'idée qu'on soit dans une simulation faite par une simulation du futur me paraît peu vraisemblable, à moins d'imaginer qu'on soit dans une autre réalité différente et que notre réalité soit une approximation d'une réalité supérieure, ce qui est difficile à concevoir, évidemment. Alors Loïc Hecht, entrons dans le vif du sujet de cette enquête qui commence sur la Terre du numérique, dans la Silicon Valley, en Californie. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas ? En fait, il y a 10 ans, je lis un article du New Yorker sur un type qui est un inconnu, enfin plus ou moins inconnu, à part si on est vraiment branché tech, qui est le meilleur copain d'Elon Musk et qui est en fait, à l'époque en tout cas, et qui est Sam Altman. Et l'article en fait raconte l'obsession de Altman et de Musk sur le risque que si on développait une intelligence artificielle un peu trop intelligente, elle pourrait arriver au stade où en fait elle serait tentée de nous asservir. Du coup, OpenAI, la maison mère de ChatGPT, est née de ce fantasme et est née de cette idée qui était de dire plutôt que de prendre ce risque-là, concevons nous-mêmes une intelligence artificielle et comme ça on maîtrisera. Il y a deux lignes qui disent d'ailleurs, en fait dans la Silicon Valley, il y a un sujet qui est très à la mode. Le sujet de la simulation, c'est un peu le sujet de tous les dîners, de tous les discussions à la machine à café. Cette possibilité, donc on vivrait dans une simulation. Mais l'article raconte ce truc-là, il dit, et d'ailleurs, il y aurait 2 milliardaires de la Silicon Valley, persuadés qu'on vivrait dans une simulation, qui auraient embauché secrètement une équipe de scientifiques pour trouver un glitch, donc une anomalie, un bug dans le code de la réalité, et dire, vous voyez, on vit dans une simulation. Et donc du coup, mon point de départ, c'est ça. Précisément toute la question, Loïc Hecht, si on peut avoir là, est-ce que vous pouvez l'expliquer cette notion-là ? Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens qui cherchent des glitches ? Et de démontrer et d'en trouver les traces. Et ça, c'est un concept qui traverse tout le livre, cette notion de glitch, qui vient du gaming, du jeu vidéo. Ouais. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, cette notion-là ? Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens qui cherchent des glitches ? Bah ouais, ou ça vient de Matrix aussi, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Matrix, à un moment donné, bon, ils sont dans la matrice, ils vont faire une mission, voilà. Ouais. Et il y a un chat noir qui passe 2 fois et dit déjà vu, ok, c'est le glitch, c'est l'anomalie, et ça veut dire que eux, ils le racontent en disant, je crois, le programme s'est rebooté, quoi. Parenthèse, bonne émission de geek quand même, on a tous la référence de Matrix, on s'est pas concerté avant, on connaît tous la scène par cœur. Non, c'est clair. Et donc, en fait, du coup, il y a une idée qui est de dire, bah, effectivement, si on est dans une simulation, le meilleur moyen de le prouver est de traquer la signature dans le code, entre guillemets, de la réalité, de regarder un peu l'endroit où, quelque part, ça coince, quoi. Moi, le premier truc qui m'a surpris quand je me suis mis un peu sur la trace de la question, c'est que c'est l'inverse de la théorie de la Terre plate. La théorie de la Terre plate, c'est on a plein de mecs qui sont pas du tout scientifiques, qui essayent de défendre une idée de manière essentiellement argumentaire et qui en fait sont pas du tout, je dirais, spécialement qualifiés pour le faire. L'histoire de la simulation, c'est tout l'inverse. C'est une petite poignée de personnes qui, en fait, je dirais, se permettent de prendre la parole publiquement, mais ils ont des pédigrés absolument extraordinaires. Par exemple, un des types avec qui je passe pas mal de temps dans le bouquin, il est astrophysicien à la NASA, mais il est encore en poste à la NASA. C'est-à-dire que c'est un type qui a découvert des satellites d'Uranus, de Pluton. J'ai des types qui sont ingénieurs au MIT, qui sont chercheurs en neurosciences à Berkeley. Et donc, en fait, tout à coup, effectivement, ça dessine une espèce de petite agora de gens qui, en fait, en savaient beaucoup plus que moi sur le sujet et qui, eux, disent, et c'est un peu le premier argument qui va un peu en faveur du fait que peut-être que la réalité n'est pas une simulation, mais que, en tout cas, la matière, en tant que telle, de dire la réalité, c'est la matière un peu du plomb dans l'aile, c'est la physique quantique. Et qu'est-ce qui, dans la physique quantique, incite certains à penser que nous vivons dans une simulation ? On a découvert, en gros, au début du XXe siècle, que contrairement à ce qu'on pensait jusque-là, en dernier lieu, la réalité, c'est pas de la matière. En tout cas, à l'endroit de la physique quantique. En dernier lieu, la réalité, tant qu'elle n'est pas observée en tout cas, c'est un ensemble de probabilités, ou c'est un ensemble d'états qui sont superposés. Moi, il y a une image que j'aime bien, c'est l'image du nuage. La réalité, c'est comme un nuage, en fait, qui est fait de plein de gouttelettes. On ne peut pas le saisir, le nuage. C'est-à-dire que si on veut l'attraper, en fait, il se passe un peu rien, c'est un état un peu presque gazeux, c'est un ensemble de probabilités. Et en revanche, quand il y a quelqu'un qui veut, pour le coup justement, peut-être attraper le nuage, voir quelque chose, donc faire une observation, et bien là, le nuage disparaît et il se condense en une seule goutte, et cette goutte, en fait, devient la réalité matérielle. Et ça, c'est un état de fait. C'est démontrer, en gros, la réalité, en tout cas à l'endroit de la physique quantique,
existe comme un ensemble de probabilités qui, à un moment donné, deviennent une réalité et toutes les autres s'évanouissent. Ça, c'est l'effondrement de la fonction d'onde. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? Notamment quand il parle du nuage qui se concrétise. Oui, alors c'est compliqué parce que même pour les meilleurs physiciens, on est sur le mystère de la mécanique quantique qui est sa résistance encore aujourd'hui à l'interprétation physique. Ouais. C'est-à-dire que mathématiquement, ça marche très bien. On décrit une particule par une fonction d'onde et au moment où on veut la résoudre, elle prend une valeur. Si vous voulez, Einstein pensait qu'il y avait quelque chose de caché derrière et qu'il y avait des propriétés qui avaient été fixées et que juste c'était notre manière de regarder qui était mauvaise et qu'on le flou